c'est Alexandre et bienvenue dans l'émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Zordi, nous t'es batcarré dans les hauts. Nous ça va dans les hauteurs de Sagny, au Brûlé, pour découvrir ce magnifique jardin botanique du 19e siècle, la Vallée Heureuse. Et c'est Pascal Boyer-Vidal qui nous accueille et nous allons faire cette visite en 3 épisodes. Je suis sûr que cela va vous intéresser. Allez, suivez-moi dans Sous la Varangue. Ici, c'est l'entrée du magnifique jardin de la Vallée Heureuse, au Brûlé, pas loin de l'église du Brûlé. Et je suis avec Madame Pascal Boyer-Vidal. Je m'appelle Pascal Boyer-Vidal, je suis réunionnaise par ma mère. Et j'habite dans cet endroit qui était le lieu de changement d'air de mon grand-père, qui n'est plus un lieu de changement d'air puisque j'y habite toute l'année. J'habite à cet endroit depuis près de 30 ans maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de conserver, de restaurer et surtout de faire découvrir tous ces vieux jardins des Hauts, de changement d'air. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et vous allez nous faire cette visite justement. Et je vois que vous faites partie de la famille Berg qui est connue juste à Sagny. Alors, le docteur Achille Berg, il avait l'une des cases de la rue de Paris. Oui, c'est bien ça. En fait, c'était mon grand-père, mais il est né à Sainte-Suzanne en fait. Et mon grand-père rêvait d'avoir un petit morceau de terre et il a acheté cet endroit aux enchères en 1939. Voilà. Mais c'est un jardin qui est beaucoup plus ancien et dont les origines datent du début du 19e siècle. Écoutez, bonjour, bienvenue dans... Je commence moi. Oui. Ouais. Bienvenue dans ce vieux jardin de la Vallée Heureuse, qui est un vieux jardin de changement d'air, vieux jardin créole des Hauts. Et en fait, c'est un jardin qui est dans ma famille depuis 1939, puisque mon grand-père, qui appartenait à la classe moyenne, en fait, ils n'avaient pas de terre du battant des Lames au sommet des montagnes, il rêvait d'avoir un petit morceau de terre, et quand l'occasion s'est présentée, il a acheté cet endroit aux enchères, donc en 1939. Mais la partie ancienne du jardin où on va se balader, là, elle est beaucoup plus... Enfin, tout le jardin, en fait, est beaucoup plus vieux, puisque d'après toutes les recherches que j'ai pu faire, il date du 19e siècle. Voilà, c'était vraiment la tradition du changement d'air tout début. Ah, il a acheté le jardin déjà En l'état. aménagé, Il était en l'état. déjà... Il était tout à fait en l'état. Là. Toute la partie ancienne, c'était complètement en l'état. Alors, pour vous situer un petit peu, le Brûlé, c'est un petit village situé à 800 mètres d'altitude environ, qui est sur une très vieille coulée du Piton des Neiges. Alors là, c'est vraiment une terre très ancienne, très compacte, très acide. C'est vraiment la terre typique de la vieille coulée du Piton des Neiges qui a plusieurs millions d'années. Et on est typiquement dans la zone de moyenne altitude humide. Voilà, où au départ, ici, c'était la forêt de moyenne altitude humide puisque l'île était complètement déserte. Alors le village, il s'appelle Le Brûlé pour 2 raisons. Déjà, c'est la pente volcanique de Saint-Denis. On peut voir, c'est le Brûlé de Saint-Denis. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on y fabriquait du charbon de bois. Il y avait tout un savoir-faire Je savais pas ça. on fabriquait du charbon de bois et justement les derniers charbonniers, en fait on est en train d'essayer de faire quelque chose d'historique parce que dans le village il y aura une maison d'interprétation
Voilà. Et donc, on fabriquait du charbon de bois selon une tradition très particulière. Et donc, les habitants voyaient aussi la montagne fumer continuellement. Donc, ça s'appelle le brûlé. Voilà. Alors, je vous ai fait entrer par le petit barreau, qui peut-être à une certaine époque a été l'entrée principale. Et en fait, le promeneur qui se balade là, il va voir la structure typique du jardin créole. Il look. Comment? C'est pour looker. C'est pour regarder. looker, c'est ça même, il look. Voilà, en fait, quand vous look, vous jetez un œil là, on voit la structure typique du jardin créole. Mais parce que nos jardins créoles sont vraiment au carrefour, on va dire, entre l'Orient et l'Occident. Donc là, c'est pas l'allée triomphale, mais c'est une allée qui va jusqu'à la maison. Vous retrouvez exactement la même chose dans toutes les jolies petites cases des hauts qui existent encore et qui sont magnifiques, où vous avez cette allée, la maison au fond, et enfouie dans ça éclate de couleurs et de fleurs, quoi, en fait, pour les petites cases des hauts. Il suffit de se balader un peu dans... Et c'est un jardin dont la structure n'a pas bougé depuis 200 ans. Donc c'était vraiment bien pensé. Il y avait aussi il y a tout un tas de... Enfin, ils ont bien observé, par exemple, l'écoulement des eaux. Donc tout c'est pas endigué, mais c'est respecté, on va dire, l'écoulement naturel de l'eau. Voilà. Là, on va avoir les sauges, on va avoir des fougères, on va avoir toute ce genre de végétation adaptée à l'eau, de l'eau et tout ça. Voilà, c'est ça. Pas endigué. C'est pas endigué. Ce qui est intéressant, c'est que les anciens... Non, il n'y a pas de crevettes quand même. C'est que les anciens faisaient toujours attention aux inondations, en fait. Oui, bien sûr. Parce que, par exemple, les vieilles cases sont toujours bâties 3 marches plus haut, bien en fait, sûr. toujours. Bien sûr. Et voilà, ils avaient toujours... Avec un vide sanitaire dessous. Ouais. Voilà. Et les anciens, ils avaient toujours en tête l'évacuation des eaux et tout ça. Les cyclones, les vents. Voilà. Alors là, donc, ce jardin est tout en dénivelé et toutes les marches que vous voyez, elles ont été conçues, réalisées en vieilles tuiles. Ça, c'est des tuiles de Marseille. Voilà, c'est une tuilerie qui existe toujours. Ce sont les tuiles mécaniques de Marseille, mais celles-là sont très anciennes. Martin Frère, Marseille. Et ces tuiles, pourquoi elles sont arrivées? Pourquoi et comment sont-elles arrivées? Ça se faisait les fonds de cale, c'est pour Voilà, c'est ça. Et après, on reprenait les marchandises. Voilà. Et ça restait sur place. Voilà, c'est ça. Ça fait la case avec et voilà, tout ça. Voilà. En fait, les tuiles étaient mises en fond de cale des bateaux pour servir de lest, puisque au tout début, la Réunion, c'était pas une île de peuplement, mais c'était une escale de rafraîchissement, entre guillemets, sur la route des Indes orientales, pour la Compagnie des Indes orientales. Donc au tout début, en fait, les bateaux accostaient pour reprendre des vivres, de l'eau fraîche. Alors on a des descriptions extraordinaires des cours d'eau qui remplis de poissons, avec des anguilles de la taille d'un bras, enfin des tas de choses comme ça. Puis ensuite, quand c'est devenu une colonie de peuplement, avec le développement de l'économie de plantation, l'esclavage, en fait, les bateaux venaient toujours, mais il y avait toujours ce souci de passer le cap de Bonne-Espérance. En fait, le cap de Bonne-Espérance qui a été nommé ainsi par les Portugais. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils avaient franchi le cap de Bonne-Espérance, ils avaient bon espoir d'arriver en Inde. Et parce que le cap de Bonne-Espérance est quasiment aussi dangereux que le cap Horn, c'est-à-dire qu'on a la rencontre entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, plus un courant qui s'appelle courant des Aiguilles, et donc il y avait énormément de naufrages. Comme le dit Pascal, le cap de Bonne-Espérance est aussi dangereux que le cap Horn, parce que le premier nom donné par les géographes au cap de Bonne-Espérance était le cap des tempêtes. Donc les bateaux mettaient du lest en fond de cale, et quand il y a eu ici l'économie de plantation avec le café pointu, le pointu de Bourbon, en fait ils déchargeaient ce lest de tuiles et ils repartaient avec le café de la Réunion, de l'île Bourbon plutôt, qui partait dans les cours européennes, les cours royales européennes. Et ces tuiles ont très rarement été réutilisées sous forme de toiture. Il y a la synagogue de la Réunion qui a, qui a un vieux bâtiment qui a encore ça, des tuiles, j'étais très étonnée. Mais elles ont plutôt été recyclées et réutilisées dans les jardins pour faire ou bien des parterres de fleurs, dont on peut voir encore les vestiges dans la rue de Paris, sur les grandes maisons de la rue de Paris. C'est malheureusement l'art du jardin créole disparaît aussi là, c'est dommage. Et ici, on va retrouver surtout sous forme de marche. La visite s'articule autour de l'histoire des hommes et des plantes à La Réunion. Et à travers l'histoire des hommes et des plantes, en fait, on peut mettre en valeur
tout ce qui fait la spécificité de notre île, qui était une île déserte, il faut bien le rappeler souvent, qui est un point chaud dans le volcanisme, et c'est quelque chose d'assez rare, et qui regroupe toute une sorte de biodiversité, on va dire du minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Voilà, parce que c'est ce qui nous caractérise, c'est aussi notre vivre ensemble, et toutes nos origines diverses, que l'on porte tous en fait. Et c'est quelque chose qui est important dans ce monde un peu troublé, on va dire. Donc avec les premiers navires est arrivé le paludisme en fait. Et dès les débuts du peuplement, il y a eu le paludisme quasiment, hein, et sur les côtes en fait. Et ma maman me raconte qu'on leur distribuait de la quinine dans les écoles. Dans les écoles, on leur distribuait de la quinine et le paludisme a dû être éradiqué vers les années 60-70 par là. Et, enfin le moustique en tout cas vecteur du paludisme, et du coup les habitants se sont aperçus que ce moustique ne vivait pas dans les hauteurs. Et donc le changement d'air au départ est né comme ça, avant d'être des lieux de villégiature, au départ c'était vraiment le but, c'était échapper au paludisme. Et donc les personnes qui le pouvaient montaient dans les hauts tous les mois les plus chauds de l'année, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, voilà. Parce que maman, elle me raconte que c'était terrible, les fièvres du paludisme. Il y a une vieille expression créole, le cap-cap. Voilà, on ne connaît plus. On connaît plus. Le cap-cap, c'est où on a tellement de fièvre que les dents éclatent, cap-cap. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que la tradition du changement d'air est née. Alors les anciens, ils ont eu le souci de s'adapter, comme je vous disais, déjà à la topographie du terrain, mais également ils se sont adaptés en réalisant ce jardin qui est en allée concentrique et en amphithéâtre et puis en terrasse. Et puis ils ont eu le souci de s'adapter par rapport aux espèces végétales. Parce que même si dans ce jardin on va retrouver un doux mélange entre tout ce qui est indigène, alors les plantes indigènes c'est tout ce qui est arrivé par ses propres moyens bien avant l'arrivée de l'homme, arrivé par les vents cycloniques, par les courants marins, par les oiseaux migrateurs. Voilà, donc on va retrouver particulièrement dans ce jardin en tout cas, un doux mélange entre tout ce qui est indigène, là comme le change écorce que vous avez là, le gouyave marron. Endémiques, ce sont des indigènes qui ont muté génétiquement et qui sont devenus uniques, on va dire, au monde. Endémiques comme là, notre superbe bois maigre, que j'aime beaucoup. Le bois maigre. Le bois maigre, il n'est pas gros, il est il n'est pas torturé. C'est avec ça qu'on fait les bardeaux normalement, le bois maigre, je crois. C'est le tamarin plutôt, non? Si, je crois qu'il y a bois maigre aussi. Peut-être. Je crois que c'est le bois maigre de la petite France qu'on fait avec. Pascal a raison. Le bois maigre est un bois exceptionnel. Ces bardeaux ont presque 100 ans. Mon grand-père, René Dupuis, né en 1896, a fait construire sa petite case en 1930. Et voyez comment ils sont robustes. Ces bardeaux sont en bois maigre. Et maintenant, c'est vrai que habituellement, maintenant, on les fait en bois de tamarin. Peut-être en bois maigre, je ne sais pas, mais le bois maigre, en fait, c'est un très beau bois, effectivement. Et c'est un arbre qui a la particularité de ne pas être très régulier. Il va vraiment avoir des cavités. Parfois, on a des abeilles à l'intérieur, des abeilles sauvages tout en haut. J'ai déjà vu des essaims sortir de bois maigre. Voilà, et on a le sentiment de voir quelqu'un d'assez maigre, en fait, avoir des côtes saillantes, des choses comme ça. Mais c'est un arbre dont l'écorce est striée et qui est vraiment, c'est l'arbre pour les orchidées endémiques, pour les orchidées même en général, parce que toutes les stries là, en fait les racines des orchidées vont se mettre là. Quand ça sera l'été, l'excès d'eau sera drainé, et en hiver au contraire ça va garder un peu d'humidité. Donc c'est vraiment un arbre extraordinaire. Donc on va trouver un doux mélange entre tout ce qui est endémique, indigène, et tout ce qui est exotique. Exotique, c'est-à-dire des plantes ou des animaux qui sont arrivés ici par l'action de l'homme. Mais pareil, pour les plantes exotiques, les anciens n'ont pas fait n'importe quoi. Ils n'ont pas testé comme ça au hasard, au petit bonheur, la chance. Ils ont vraiment essayé de réfléchir sur la nature de la Terre, comme je vous disais, compacte, acide, le climat. Voilà, et d'essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment, ces pensées réfléchies, qu'est-ce qui est le plus adapté. Donc on va retrouver, on va retrouver tout ce qu'on appelle les plantes dites de terre de bruyère, donc des camélias, des azalées, des hortensias, des magnolias, et puis toutes les haies que vous voyez là, c'est du thé, voilà, comme un cure-pipe. Voilà, tout ça c'est du thé, sachant que le thé est un camélia, c'est le camélia sinensis. Voilà, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu plus
loin comment on fabrique le thé. Voilà. Donc le nom du thé, c'est Camellia sinensis, c'est le nom latin, non? C'est le nom latin, voilà. C'est son petit nom gâté, on va dire. Ouais, c'est son petit nom gâté. C'est ça. C'est un camélia par contre, ouais. Hein, ça, on l'oublie souvent. Petit nom gâté en latin. Et le plan est tout. C'est pour le thé blanc? Non, c'est pareil en fait, on va recueillir tout. Si j'ai bien compris, hein. On recueille tous les bourgeons terminaux. Alors selon la qualité du thé, c'est un bourgeon, 3 ou 5, voilà, si j'ai bien compris, selon la qualité du thé que l'on veut. Là, il n'y a même pas une tasse dans ta main. Mais là. Jamais, parce que en fait, là... Il faut 3 heures pour une tasse de thé, ça se mérite plus, comme le café, ça. Beaucoup plus, parce qu'en fait, selon que l'on veuille du thé blanc, du thé noir ou du thé vert, on va préparer ces petites feuilles de manière différente. Alors pour le thé blanc, d'abord on laisse flétrir. Le flétrissage, ça consiste à laisser toute l'humidité s'en aller. Et le thé blanc ne doit pas être oxydé, devenir noir, oxydé, doit rester argenté au séchage ensuite. Après le flétrissage, il y a le séchage et le thé blanc, il est très très délicat à faire. Ensuite pour le thé noir, on aura pareil le flétrissage, mais ensuite on va laisser s'oxyder justement le thé noir pour qu'il y ait plus de théine et ensuite sécher. Et le thé vert, on va passer les feuilles à la vapeur, on va les ébouillanter et ensuite on va le sécher. Voilà, c'est trois. Mais du coup, ça viendrait du même pied. C'est le même, c'est le même. Sauf que c'est les préparations. C'est les préparations qui sont différentes. Chez Alexandre, on avait cueilli, il avait fait la cueillette du thé. Non, pas avec moi alors. Ah, il était sur. Moi, c'était le week-end raclette avec Alexandre. C'était pas le week-end. Et le thé impérial, vraiment le thé de plus grande qualité, c'est uniquement la récolte du petit bourgeon. Voilà, le thé impérial, c'est juste ça comme récolte. Ah, c'est juste la tige. Le thé impérial, non, c'est pas la tige, c'est un bourgeon. Le bourgeon, d'accord, bourgeon, bien sûr. Et c'est vraiment c'est extrêmement long à faire, hein, parce que ça va se réduire. Simple, hein. Oui, que c'est un énorme travail. On oublie souvent que les cueilleuses de thé, à quel point elles travaillent. Voilà. Alors on va continuer par ici. J'espère que la découverte de l'aspect historique du jardin vous a plu. Et vous avez vu qu'on a commencé à nous intéresser à la botanique avec le thé. Et je vous attends pour une deuxième partie bien de la découverte de la Vallée Heureuse avec Pascal Boyer-Vidal. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.